Le Monde en direct, ça continue. Le programme est vraiment loin d'être fini. Nous allons à présent vivre de belles et grandes aventures en compagnie d'un explorateur des temps modernes. Vous le connaissez peut-être, c'est un ami de voyage. Bruno Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier livre sorti aux éditions de L'Envol, Le Tour du monde des marcheurs de la Terre, Exploration Passion. On est vraiment entre le carnet de route et le récit de voyage. Voyage avec un grand V, aventure avec un grand A. Ce qui vous attire vraiment, vous, ce sont les milieux carrément hostiles, non ? Voilà, c'est le voyage d'aventure avant tout, donc tous les voyages réalisés dans le cadre des marcheurs de la Terre sont des voyages très lents, très longs et très engagés. Alors lents, ça ne veut pas dire qu'on traîne, ça veut dire qu'ils sont très sportifs, ça veut dire qu'ils sont autonomes autant sur le plan médical que sur le plan alimentaire. Ce sont des voyages qui peuvent durer 2, 3, 4 mois, voire plus. Tout le matériel est chargé à dos d'homme, à dos d'éléphant, à dos de mulet, voire sur des canoës, et c'est comme ça qu'on parcourt les régions les plus extrêmes de la planète. Donc j'entends par là les banquises, le milieu polaire, les forêts tropicales, les déserts, les milieux arides, la montagne, la très haute montagne. 4 milieux que l'on verra d'ici quelques instants. Mais on est bien d'accord, vous ne faites pas de l'extrême pour de l'extrême, on est vraiment loin de là. Non, 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 la période est passée. Bon, c'est vrai que vous l'avez eu, cette période un peu folle. Tous les aventuriers, je l'ai eu, on n'a qu'à dire de 10 à 20 ans, de 20 à 30 ans. Et puis quand on était jeune, quand même. Voilà, quand on était jeune. Là, vous avez vraiment enchaîné les records les uns après les autres. Oui, c'était un grand défi. Bon, c'est vrai que le programme a été planifié en 95, tourne actuellement, parce que je reviens de Guyane, donc il y a 3 mois j'étais encore en Guyane, et depuis 95, on a réalisé 7, 8, 9 expéditions. Voilà, 4 sont relatées dans ce livre-là. Et pour en revenir donc à l'exploration proprement dite, c'est vrai qu'on utilise nous l'exploit, je dirais, d'une expédition, qu'elle soit sur la glace ou en très haute montagne, pour sensibiliser le public sur le sort de l'environnement, de la planète et de l'homme, quoi. Donc ce qui fait que via l'internet, via le fax ou le courrier postal anciennement, on envoie des bulletins de route, donc ce qu'on appelle les bulletins de route, aux écoles, aux collèges, aux prisons, aux foyers socio-éducatifs. Ah oui, voilà, il y a beaucoup. C'est la dyslexie, là, les F et les S. Ouais. Et ce qui fait que pendant que l'équipe tourne sur le terrain, je dirais qu'on est suivi par 2, 3, 4, 5, 10 000 enfants ou adultes via l'Internet. Alors, parmi ces 4 milieux naturels représentés dans le livre, donc il y a la glace, la forêt tropicale... La glace, la forêt tropicale, on n'a qu'à dire la haute montagne et le désert. Et le désert. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez, dans lequel vous vous sentez le mieux ? C'est difficile, mais c'est vrai que sur le plan humain, je préfère le désert et la montagne sèche, donc notamment les régions comme l'Atlas marocain, où j'ai exercé comme guide de montagne pendant très longtemps, guide de trek. Au niveau paysager, j'arrive pas trop à me départager, mais c'est vrai que de plus en plus je tends vers les régions très froides, très polaires, très arctiques. Alors on va les découvrir l'un après l'autre. On va commencer avec le Maroc donc, et le Haut-Atlas, c'est pas un hasard. Je pense que c'est une terre d'abord que vous connaissez très très bien, et puis qui vous a particulièrement vraiment influencé aussi bien en tant qu'homme qu'aventurier. Exactement. C'est un petit peu là-bas que je me suis construit, moi. Donc quand j'étais jeune diplômé accompagnateur il y a 20 ans de ça, les Alpes s'offraient à moi, je trouvais ça trop petit, tant sur le plan géographique qu'au niveau humain, et j'avais cette manie d'aller toujours plus loin, quoi. Et c'est vrai que, faute de budget, j'ai traversé la Méditerranée, je me suis retrouvé dans ce pays-là. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un élément que je ne connaissais pas dans l'aventure, c'est le facteur humain, quoi. Et j'ai trouvé des gens excellents qui m'ont aidé à me pousser encore plus loin et plus loin dans leur terre. Si bien qu'au bout de pratiquement 20 ans d'Atlas et de Sahara, j'ai dû réaliser une 50aine d'expéditions, dont 40 avec clients, quoi. Bon, c'est plus de l'expé, là c'est du trekking, on n'a qu'à dire. Par contre, la dernière expédition qui est relatée dans ce livre, correspond à une transatlas nord-sud. Là, c'est un record. On n'a qu'à dire que c'est un record parce qu'on a marché près de 1000 km et on est parti effectivement des très hautes montagnes de l'Atlas occidental pour atterrir à la frontière algérienne. Alors les paysages du Haut-Atlas vous inspirent quoi? On en découvre là quelques-unes, des villages, la haute montagne. On passe vraiment du coq à l'âne, je pense. Oui, c'est très varié. Bon, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que un homme se construit de différentes façons et comprend plusieurs parties. Dans l'Atlas marocain, au Maroc, on trouve tout ce qui correspond à sa personnalité. Il y a des très hautes montagnes, il y a de la neige, il y a de la glace. Oui, quand même, le Toubkal, le 4167 mètres, c'est de la haute montagne. Le Toubkal, à vous pour la dyslexie. Toubkal. Donc, merci. Et c'est vrai que c'est un sommet très facile, le Toubkal, entre parenthèses, parce que beaucoup de gens y montent, c'est un sommet très facile. Et c'est vrai que à 40 km à vol d'oiseau de Toubkal, on se trouve sur les zones pré-sahariennes, donc des zones de canyons très vallonnés, et au-delà, on est dans les dunes, dans les ergs, quoi. Et je pense qu'au niveau du voyage intérieur, quelque part, on y trouve son compte.
on n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se lasser. Et on se met vraiment dans la peau du caravanier, parce qu'en fait, on réutilise des itinéraires caravaniers donc anciens, des itinéraires guerriers aussi. Et je trouve qu'autant au niveau de la diversité des paysages que la diversité ethnique, on est comblé. Par contre, c'est un pays qui sollicite vraiment l'organisme et la psychologie. Oui, c'est pas si facile que ça, c'est pas vraiment, si facile on y que reviendra. On va continuer vite rapidement les 4 milieux naturels dans la forêt tropicale. Là, on file en Guyane, la forêt guyanaise. Peut-être plus qu'ailleurs, on a l'impression que là, le danger est partout. C'est mon impression? Oui, non, c'est une réalité. Disons que le danger s'articule différemment, parce que le milieu en lui-même, le milieu forestier est dangereux tout simplement parce qu'il y a des chutes d'arbres, ça on n'y pense pas toujours. Il y a des grosses bébêtes là aussi, on va en voir une. Il y a des grosses bébêtes, effectivement. Bon, le tout c'est serpent, hein. Voilà, là c'est un anaconda de 85 kg, il est pas petit. qui fait 6 mètres, donc c'est une belle bête, quoi. Hein. Vous avez déjà eu des grosses frayeurs à cause des bébêtes? Grosse frayeur en Amazonie. J'ai été attaqué par un aigle. Oui. Par une harpie qui avait été blessée par des chasseurs. Et je me suis fait attaquer le visage. D'accord. Donc c'était très bref, quoi, mais c'était un accident. Bref mais intense comme rencontre. Voilà, mais sinon tout le reste, je dirais, a été maîtrisé. Ou alors des petits trucs qui paraissent complètement anodins. Une noix, comme une noix de coco, qui tombe d'un arbre de 40 mètres, alors qu'on pagaie tout doucement. On entend un petit claquement, un petit sifflement, et puis en vitesse, il faut donc se pousser. Si elle arrive sur le crâne, bah, c'est fini. Bah, c'est fini. Donc, et ça, on n'y pense pas. C'est vrai qu'on pense d'abord aux migales, aux jaguars, qui sont complètement inoffensifs, du moins pour l'homme, aux caïmans ou aux piranhas, mais en fait, le gros danger, il est plus au niveau du végétal, je dirais. Et puis après, de l'égarement, parce que bon, on travaille dans des zones dites zones blanches, c'est-à-dire non cartographiées ou peu cartographiées, et on peut vraiment se perdre, mais se perdre pour de bon, hein, attention. Alors, troisième milieu, la région de l'Himalaya, le toit du monde. Là, ce sont des rencontres, une population vraiment inoubliable. L'Himalaya, quelque part, j'ai envie de dire que ça rejoint l'Atlas, c'est-à-dire que sur un pays, bon, nous on parle de l'Himalaya népalaise hein, dans ce livre-là. Des regards, des visages extraordinaires. Les gens sont très forts et je dirais ont une personnalité à l'image de leur montagne. Là-dessus, au niveau du regard et des traits, donc ce sont des gens très forts, très nobles, qui ont une vie très difficile. Par contre, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, bon, et tous les guides vous le diront, c'est que les grandes vallées comme les vallées de l'Everest sont surpeuplées, les Annapurna sont surpeuplées, ce qui engendre, je dirais, des emplois chez du personnel local qui n'est pas qualifié, donc ce qui fait que régulièrement, il y a des problèmes chez les porteurs, il y a des morts chez les porteurs. Il y a des problèmes chez les occidentaux qui s'imaginent qu'en s'entraînant une semaine ou deux dans le Kera ou autour du Mont Blanc, ils sont capables de monter à 6000. Et tout ça, c'est faux, quoi. Et actuellement, dans le trekking, là, on voit l'Everest, là. Ouais. Je dirais qu'on est en train de mal s'orienter. Voilà, c'est très tendance. Parfois, on y va vraiment mal préparé. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. L'entraînement sportif ne fait pas tout. Non, bien sûr. Il faut aussi apprécier le milieu et connaître le milieu. Là, particulièrement, hein, c'était un trek très physique, très dur, hanté par la maladie, carrément la mort, des abandons. Voilà. Alors là, moi, j'appelle pas ça une expédition, mais je l'ai quand même mis dans ce livre-là parce que c'était un trek très long, de 80 jours, donc qui nous amenait au-delà de 6000 mètres et qui nous faisait descendre dans les jungles du Terai à la frontière donc indo-népalaise, au pays de Mougli, quoi, en fait, hein, où là on est à 200 mètres d'altitude. Et c'est vrai qu'à un moment donné, entre 4800 mètres et 5300 mètres, je crois, hein, quelque chose près, on se retrouvait coincé avec une méningite qu'on a attrapée dans un village la veille. Oui. Et sur mon équipe de 25 personnes, non là on n'était plus que 11, j'ai eu 2 abandons qui ont tourné au décès. Nous-mêmes, avec ma compagne qui m'assiste sur les expéditions, on a également attrapé cette maladie-là. On mangeait de la morphine comme de l'aspirine. On a été immobilisé pendant une semaine et je pense que là-dessus j'ai perdu, moi, je sais pas, 15-16 kilos. C'est pas de la petite aventure. C'est très difficile. Et pourtant sur un terrain de trekking. Oui. Donc ça peut arriver à un groupe de trekkers. C'est ça, voilà, mal préparé. Voilà. Vous avez aussi, ça c'est plus rigolo, marché sur les traces de l'abominable homme des neiges. Ah mais je l'adore le Yéti. Vous avez un scoop au moins. Oui, bah, le scoop, j'ai eu des traces. Vous avez vu les traces? Voilà, j'ai vu des traces. Des petites traces, vraiment des grosses bonnes traces. Plus importantes que le livre. Ouais. Et les Népalais avec qui on travaillait étaient convaincus que c'était les traces du Yéti. Alors il est vrai que bon, c'est difficile de distinguer si c'est une trace de grand singe ou pas, parce que bon, la neige se transforme rapidement, et une trace d'ours, ou je dirais d'once, des léopards des neiges, peut très vite s'agrandir. Bien sûr. Et leurrer son monde, quoi. Ceci dit, en parlant sérieusement, on peut rien ne justifie le fait qu'on ne croit pas au Yéti. Oui. De toute façon, ça peut être un vestige glaciaire au même titre que l'Edelweiss ou la Goped, le livre blanc. Quoi. On va y croire, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est plus sympa. Oui, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. On termine avec la glace, le Haut-Arctique canadien. Là, c'est carrément, on dit que c'est l'endroit le plus inhospitalier de la planète, carrément. Voilà, avec l'Antarctique, on dit que c'est le plus inhospitalier. Alors moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt l'Arctique, tout simplement parce qu'en Arctique, on marche sur une banquise, donc sur une mer et non pas sur une inland 6, c'est-à-dire un glacier continental, à l'inverse comme le Groenland
ou l'Antarctique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a une mer, donc il y a toute une vie marine qui engendre donc toute une chaîne trophique, une chaîne alimentaire, au sommet de laquelle, je dirais, préside l'ours blanc. Peut-être ici, plus qu'ailleurs, il est question vraiment de courage, de volonté, de mental. La nuit polaire, le vent, ça doit être il faut un très dur. mental d'enfer, un entraînement de très haut niveau, et il faut laisser aucune place au hasard et à l'imprévu. D'ailleurs, sur toutes les expéditions, mais peut-être plus en Arctique qu'ailleurs. L'Arctique, c'est un petit peu, quand on marche sur la banquise, parce qu'on peut marcher sur les terres arctiques, c'est un petit peu le compromis entre une navigation océanique, quoi, je dirais, un navigateur solitaire en transat ou en transpacifique, et une expédition d'alpinistes. En fait, on marche sur de la glace, et l'Arctique, je le redis systématiquement, c'est pas plat. C'est ça. Hein, c'est un océan complètement chaotique, avec des grandes vagues gelées, des crevasses, ce qui fait la difficulté de l'itinéraire. Alors vite, pour terminer, des questions très courtes, et ce ne sont pas les plus faciles. Parmi tous ces souvenirs, quel est le plus fort, vraiment? Le plus fort, j'ai envie de vous dire, encore l'ours blanc. C'est vrai qu'on a été visité de très nombreuses fois par des ours, de très près. Ouais. Et je crois que j'en parle dans ce livre. À un moment donné, ma compagne a dû me passer le fusil pour que je repousse les ours. En passant le fusil, elle s'est pris les pieds dans le traîneau, enfin du moins dans les traits du traîneau. Elle est tombée par terre. Automatiquement, elle a déclenché ce qu'on appelle le réflexe de prédation. Ouais. Et un ours qui venait tout simplement peut-être nous visiter, quoi, et s'est avancé comme étant un prédateur. En fait, ils étaient trois. Il y avait une mère et deux petits. Donc, et quand il y a des petits, généralement, c'est voilà. tendu, hein. Donc je les ai repoussés, j'ai pas versé une goutte de sang, je les ai effrayés, mais ceci dit, c'était une grosse frayeur. D'autant que la radio ne fonctionnait plus à cause des orages magnétiques. Ce qui fait que là, on était vraiment limite. Il y a un endroit où sur vous la ne planche. retourneriez jamais? Non. 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 Vous les Non, aimez il ne tous, faut hein, pas ces dire endroits. ça. En tout cas, merci d'être venu nous parler de toutes vos aventures et puis de ce livre surtout, Le Tour du monde des marcheurs de la Terre, Exploration Passion, Bruno Lambert. C'est sorti aux éditions de l'Envol et on aime bien le nom de cet éditeur. Merci beaucoup. Vous connaissez évidemment le festival Jules Verne Aventure, j'imagine. Vous vous y êtes rendu? Non. Non, eh bien, hier, c'était la cérémonie de clôture. Si vous n'y étiez pas, eh bien, ce n'est pas grave, puisque Thierry Gaillebot était là pour nous. On découvre son petit journal du festival. Forcément, ben, c'est le dernier. Allez-y, je vous en prie. Dernier à entrer sur scène lors de la clôture du festival Jules Verne, John Scott fait revivre les grands classiques musicaux des films d'aventure. Nous allons commencer par 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un morceau très court. Et ensuite, nous jouerons cette œuvre écrite par l'un des plus grands compositeurs, le français Maurice Jarre. Maurice Jarre qui a mis en musique l'inoubliable Laurence d'Arabie. Je suis vraiment très ému, très content que ce film soit primé. Merci beaucoup. Grand vainqueur de la soirée, Héroïque cinématographe, un film français qui obtient 2 récompenses, meilleur film et meilleure réalisation. La mécanique s'enraye. Des hommes coulent alors, sous nos yeux. Nous ne faisons rien. Réalisé à partir d'images d'archives françaises et allemandes, ce film offre un double regard sur la guerre de 14. Alors que tant des nôtres sont déjà sous la terre. C'est un film extrêmement bien fait. Au niveau de la réalisation, au niveau de la thématique. Et c'est un film sur 52 minutes qui est pour nous un petit bijou parfait. Quant aux Jones, ils ont kiffé Aventure sur le récif de corail, prix de la jeunesse pour ce documentaire qui met en scène la vie quotidienne du monde sous-marin. Crevette bulldozer. Dès qu'elle sort de son terrier, la crevette garde une antenne sur le gobi. Le gobi jouit d'un terrier impeccable sans avoir à lever son aileron. Et la crevette, très myope, profite d'un garde du corps. D'un simple coup de queue, le gobi signale à la crevette l'arrivée d'un prédateur. C'est assez drôle, ça donne vraiment envie d'aller dans l'eau, d'aller découvrir ce monde, ça éveille vraiment la curiosité. Et ça rend assez enthousiaste, je trouve, parce que ça montre qu'il y a quand même vraiment de très belles choses à préserver. Prix du public pour Léopard de mer, Seigneur des glaces. L'histoire d'une étonnante complicité entre un plongeur et un phoque géant. Revenu vers moi, et là, incroyable. Elle m'offrait son repas. Elle me tendait son trophée. Là, tout d'un coup,
Il se passait quelque chose entre elle et moi. Tout le monde a adoré ce film, mais je sais pas pourquoi, il n'y a que le manchot qui a trouvé ça un peu long. Voilà, c'est fini pour cette année. Les organisateurs ont déjà les yeux tournés vers la prochaine édition, un rendez-vous qui marquera le 100e anniversaire de la disparition de l'écrivain. Alors l'année prochaine, on a envie de faire venir les Cœurs de l'Armée Rouge, on a envie de faire le tour du monde de toutes les cultures, d'évoquer le tour du monde en 80 jours et de faire venir toutes les cultures du monde sur la scène. Enfin, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Je sais pas, je crois qu'on va vraiment essayer d'alpaguer Sean Connery cette fois-ci. Et si on n'y arrive pas, allez, on va se rabattre sur George Lucas. Non, je suis sérieux, qui ne demande rien à rien. Se rabattre sur George Lucas quand même. Ils sont fous à ce festival. Merci encore beaucoup Bruno d'être venu nous faire un petit coucou sur le plateau, comme chaque année finalement. L'année prochaine peut-être. D'autres aventures, un autre livre peut-être. Tout de suite, c'est l'Italie. Nous allons retourner en Italie pour la série Trésors du monde. On se retrouve juste après. Salut.